Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille à Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse, en réanimation chirurgicale, et je vais donc vous parler de la cholestase en réanimation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc la dysfonction hépatique en réanimation, c'est un phénomène qui est fréquent, qui est retrouvé chez 10 à 25% de nos patients et qui va être associé à une mortalité importante. Cette défaillance hépatique, elle peut être le trigger des défaillances d'organes et le motif d'admission, comme dans l'insuffisance hépatique aiguë sur foie sain ou l'acute chronic liver failure sur foie pathologique, ou bien elle est secondaire au motif d'admission en soins critiques, survenir plus tardivement. Et là, on va voir par exemple des tableaux de cholestase septique, d'hépatite hypoxique, de cholangite sclérosante secondaire ou des cholangites médicamenteuses. Bon, en 10 minutes, il a fallu faire un choix, et donc j'ai laissé de côté les agressions aiguës sur le foie, et on va partir plutôt sur les agressions secondaires. Tout d'abord, qu'est-ce que la cholestase ? La cholestase, ça correspond à l'accumulation de bile dans le foie ou la circulation sanguine, et c'est lié à une diminution ou un arrêt de la sécrétion biliaire. Pour bien comprendre la physiopathologie, il va donc falloir bien connaître l'anatomie hépatique. Tout commence au niveau de l'hépatocyte, qui est une cellule épithéliale polarisée avec un pôle sinusoïdal en rapport avec la circulation sanguine, et c'est là où l'hépatocyte va capter le cholestérol, la bilirubine, grâce à des transporteurs spécifiques, et va même recapter les acides biliaires. Il va ensuite synthétiser les acides biliaires à partir du cholestérol, et au niveau du pôle biliaire, la bile va être formée au niveau des canalicules biliaires. Donc les canalicules, c'est vraiment la formation en fait, de différents hépatocytes et la continuité de leur pôle biliaire. Ça va faire des petits canaux biliaires intrahépatiques. Donc la bile va partir en fait, dans ces petits canacules biliaires, être transportée via des canaux hépatiques qui vont être de plus en plus petits puis gros, qui sont bordés de cholangiocytes qui vont aussi participer à cette sécrétion biliaire. Donc ces canaux hépatiques vont se rejoindre jusqu'au cholédoque qui va ensuite amener la bile jusqu'au duodénum, et on aura fait à peu près tout le circuit de la bile qui est donc assez long. Ainsi, tous les acteurs de la sécrétion biliaire peuvent être atteints dans la cholestase. Les hépatocytes, les cholangiocytes, les petits canaux biliaires vont être agressés par l'inflammation, le sepsis, l'ischémie ou les médicaments. On retrouvera donc une atteinte hépatocellulaire ou canaliculaire dans les tableaux d'hépatite hypoxique, de cholestase septique ou de cholestase médicamenteuse. Les gros canaux biliaires vont être agressés par les mêmes phénomènes, mais peuvent aussi être atteints par l'obstruction ou la compression. Donc on aura également une atteinte canalaire dans les cholangites sclérosantes secondaires, la maladie lithiasique ou le cancer. Donc devant une cholestase, vous allez vraiment chercher à savoir quel est l'acteur qui est atteint, et la chose la plus facile à faire, ce sera déjà de faire une imagerie pour voir s'il y a une obstruction, une compression au niveau des gros canaux biliaires. Pour les tableaux plus spécifiques à la réanimation, on va par exemple avoir l'hépatite hypoxique qui peut être présente chez 10 à 20% de nos patients. Elle est caractérisée par un début brutal, en moins de 24 heures, qui survient après un événement aigu, choc, insuffisance cardiaque ou respiratoire. L'apport en oxygène au foie est altéré, ça va entraîner une nécrose cellulaire des hépatocytes et donc un pic de cytolyse majeur jusqu'à plus de 20 fois à 40 fois la normale. La cholestase qu'on retrouve dans ces tableaux, elle est liée à une atteinte des transporteurs. Effectivement, avec l'hypoxie, le métabolisme va se modifier au niveau de l'hépatocyte. On va avoir une accumulation intracellulaire de lactate et d'autres métabolites toxiques, et l'hépatocyte n'aura pas la production d'ATP nécessaire au bon fonctionnement de ces transporteurs. Donc les transporteurs au niveau du pôle sinusoïdal ne vont pas recapturer la bilirubine et les acides biliaires qui vont rester dans le sang. Et au niveau du pôle biliaire, la sécrétion ne va pas se faire. Les acides biliaires vont rester coincés dans l'hépatocyte et vont ensuite diffuser dans la circulation sanguine. La plupart du temps, les hépatites hypoxiques, ce sont des mécanismes qui sont transitoires. Donc on va avoir une réversibilité rapide et le bilan va se normaliser. Dans certains cas, lorsque l'hépatite hypoxique, les circonstances sont prolongées et répétées, on aura possiblement une évolution vers la cholangite sclérosante secondaire, on y reviendra. Deuxième grand tableau, ça va être la cholestase liée au sepsis, là aussi fréquente, 10 à 35% de nos patients, et qui survient de manière un petit peu plus retardée que l'hépatite hypoxique, généralement entre 2 à 7 jours après le début de l'infection. Et là, on va retrouver un petit peu les mêmes mécanismes que pour les agressions du poumon ou du cerveau. Et donc, la réponse inflammatoire systémique va être déclenchée par la présence de micro-organismes pathogènes, les PAMS, mais aussi les DAMS. On va avoir une production massive de cytokines pro-inflammatoires, et ces cytokines vont être responsables de la cholestase par différents mécanismes.
D'une part, ils vont inhiber l'action des transporteurs biliaires. Donc là encore, la bilirubine et les acides biliaires vont rester dans le sang ou ne seront pas sécrétés et rediffuseront dans le sang. On aura une augmentation de la perméabilité de la membrane hépatocytaire, donc ce qui va accélérer cette diffusion. Et puis, on peut avoir une toxicité directe des cholangiocytes, qui sont les cellules épithéliales des voies biliaires, et qui, à leur membrane, ont des gamma-GT, des phosphatases alcalines, qui se retrouveront dans la circulation sanguine. Ce processus, il pourra être amplifié par la présence d'endotoxines bactériennes, comme les lipopolysaccharides dans les infections ABGN, par exemple, qui vont activer les toll-like récepteurs, les cellules de Kupfer, et majorer l'inflammation. Là, sur le tableau biologique, on va avoir également une augmentation de la bilirubine et des acides biliaires, mais qui va la plupart du temps rester inférieure à 4 fois la normale. Et là encore, les mécanismes sont transitoires, donc la cholestase va finalement assez vite régresser une fois que l'infection aura été traitée. Dans certains cas, et en réanimation, ce sera souvent dans les suites d'hépatite hypoxique ou de cholestase lioseptique, on va retrouver une cholangite sclérosante secondaire. Donc les délais sont un petit peu plus tardifs, généralement entre 1 à 10 mois après le séjour en réanimation. Et pour les patients de réa, ce sera surtout des contextes de patients brûlés, en choc septique, des traumas répétés et prolongés. L'accumulation de bile en fait, au niveau des voies biliaires va entraîner l'activation des cholangiocytes, des cellules immunitaires, neutrophiles, monocytes, macrophages, et réentraîner la libération de cytokines, dont on a vu les mécanismes pour atteindre les transporteurs biliaires. Les acides biliaires qui vont s'accumuler ont également une toxicité propre et ils vont participer à la destruction des canaux biliaires, à leur régénération anarchique et à la fibrose. Donc la physiopathologie dans la cholangite sclérosante secondaire, c'est vraiment un cercle vicieux entre inflammation chronique, fibrose et stase biliaire. Il y a d'autres mécanismes qu'on peut retrouver dans d'autres causes qui ne sont pas toujours spécifiques à la réanimation, comme les obstructions biliaires chroniques avec les calculs, les tumeurs, les sténoses post-opératoires qui vont entraîner une stase biliaire et donc participer à la physiopathologie dont on vient de parler. Les infections biliaires répétées qui vont aussi avoir une inflammation locale, et cette inflammation va entraîner des cytokines pro-inflammatoires et pro-fibrosantes. Et puis, il va y avoir certains mécanismes toxiques. Donc, cette cholangite, c'est généralement plusieurs semaines, plusieurs mois après la réanimation. On va avoir des tableaux avec des bilirubines très élevées. Et si vous voulez confirmer le diagnostic, ce sera souvent par imagerie pour retrouver les sténoses biliaires et la destruction des petits canaux. Un mot sur les cholangites médicamenteuses qui sont retrouvées, c'est 10 à 15% des cas des cholestases en réanimation. Donc, de nombreux médicaments qu'on utilise en réanimation peuvent être en cause. Les antibiotiques, céphalosporine, macrolide, rifampicine, des antiviraux, des antifongiques comme le fluconazole, des hypnotiques comme le propofol, des immunosuppresseurs comme la cyclosporine et le méthotrexate. Là encore, différents mécanismes et certains médicaments peuvent utiliser plusieurs mécanismes pour provoquer une cholestase. On va avoir une inhibition directe des transporteurs biliaires avec une accumulation d'acide biliaire dans l'hépatocyte qui sera régurgité dans le sang, une perturbation des structures des membranes, une modification de la fluidité membranaire qui va favoriser la diffusion des acides biliaires vers le sang, une disruption des jonctions serrées. Les jonctions serrées, ça permet aux hépatocytes de rester ensemble et donc de former les canicules. Donc si jamais elles sont altérées, la sécrétion biliaire ne se fera plus au niveau des canalicules. Un dysfonctionnement mitochondrial avec stress oxydatif qui perturbera aussi le fonctionnement des transporteurs. On peut retrouver aussi des mécanismes de modification de la régulation des gènes, avec une uprégulation des gènes qui codent pour les transporteurs, et encore des réactions immunoallergiques, avec la formation de complexes antigéniques et des réactions inflammatoires dirigées vers les hépatocytes. Pour conclure, un petit rappel sur les conséquences cliniques de la cholestase. Donc l'accumulation d'acide biliaire, ça va stimuler l'inflammation et l'apoptose des cellules rénales, myocardiques, cérébrales, et donc favoriser leur dysfonction. L'altération de l'absorption des vitamines liposolubles en raison de la diminution du flux biliaire va favoriser la dénutrition et les troubles de la coagulation. Et enfin, cette diminution du flux biliaire va aussi compromettre la barrière immunitaire digestive, augmenter la translocation bactérienne et augmenter les infections. Donc pour conclure, la cholestase en réanimation, c'est fréquent, jusqu'à près de 40% de nos patients, et c'est grave. C'est des patients qui vont avoir une mortalité de 20 à 60%. C'est une accumulation de la bile au niveau intrahépatique ou dans la circulation sanguine, soit par une atteinte hépatocellulaire, hépatocytaire, canaliculaire et ou canalaire. On a différents mécanismes, l'obstruction des canaux, l'atteinte des transporteurs, de la nécrose, de l'apoptose ou de la fibrose.
Et enfin, les conséquences cliniques sont nombreuses, avec des dysfonctions d'organes, de la dénutrition, des troubles de la coagulation et des infections qui, probablement, grèvent le pronostic des patients.